que le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux demeurent profondément différents, on constate que la jurisprudence et les textes ont atténué la rigidité de la frontière entre ces deux types de recours. Trois phénomènes que nous verrons dans 3 paragraphes successifs permettent d'aboutir à ce constat. Premier paragraphe, le cumul des recours. Pour faciliter le travail des requérants et leur faire gagner du temps, la jurisprudence a admis que l'administré peut présenter un recours pour excès de pouvoir et un recours de pleine juridiction dans une seule et même requête. Cette possibilité ayant été posée par le Conseil d'État dans un arrêt du 31 mars 1911, l'arrêt Blanc, Arguin et Béziers. Ainsi, la requête contient à la fois des conclusions d'excès de pouvoir et à la fois des conclusions de plein contentieux. Par exemple, prenons le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire illégale. Dans sa requête, il peut d'abord exercer un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cette sanction et en même temps exercer un recours de pleine juridiction tendant à la réparation du préjudice subi à cause de cette sanction. L'intérêt de cette combinaison des deux recours est de permettre au requérant d'obtenir une pleine satisfaction en une seule requête. En effet, un REP exercé seul permet seulement d'obtenir l'annulation de la décision sans être réparé du préjudice, tandis qu'un recours de pleine juridiction exercé seul permet seulement d'obtenir une condamnation, mais laisse subsister la sanction illégale. Deuxième paragraphe, la substitution des recours. Il s'agit d'un phénomène ancien qui a également permis de rapprocher le REP et le recours de pleine juridiction dès le début du XXe siècle. Au préalable, il faut préciser que le REP est en principe irrecevable lorsqu'il est exercé à la place d'une autre voie de droit permettant d'obtenir un résultat équivalent. Cette règle, connue sous le nom d'exception de recours parallèle, interdit ainsi d'exercer un recours pour excès de pouvoir si un recours de pleine juridiction est ouvert. Dégagée au XIXe siècle, cette règle visait à éviter que les administrés se tournent vers le recours pour excès de pouvoir, qui était dispensé d'avocats, plutôt que vers le recours de pleine juridiction, ce qui aurait pu conduire à la disparition de ce dernier. Désormais, la règle a un champ plus large. Dès lors que le droit positif prévoit un type de recours déterminé, cette existence exclut l'exercice de tout autre type de recours. Cependant, ce principe n'est pas d'application absolue. Il existe des cas où les deux types de recours se chevauchent, voire même sont interchangeables. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir se substitue parfois au recours de pleine juridiction et inversement. C'est ce que nous allons voir en deux temps. Grand A, l'immixtion du recours pour excès de pouvoir dans le champ du recours de pleine juridiction. L'immixtion apparaît de plusieurs manières. La jurisprudence a d'abord admis la possibilité dans certains cas d'exercer un recours pour excès de pouvoir à la place d'un recours de pleine juridiction. L'objectif est de permettre aux requérants de bénéficier de la dispense du ministère d'avocat, qui n'existe qu'à l'égard du REP. Ainsi, l'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 1912, l'arrêt Lafage, admet la possibilité de faire un REP contre les décisions administratives à objet purement pécuniaire, alors qu'à cette époque, seul le recours de pleine juridiction était ouvert et tendait à faire condamner l'administration à verser la somme litigieuse. Les décisions concernées sont celles par lesquelles l'administration refuse par exemple une somme d'argent ou met une somme d'argent à la charge de l'administré. Ainsi, le requérant peut se borner à demander l'annulation de cette décision. Et si l'annulation est prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, il en résulte que l'administration est tenue d'accorder la somme d'argent ou de restituer la somme
ce qui permet d'aboutir à un résultat équivalent à celui du recours de plein contentieux. Ainsi, le requérant dispose de la possibilité de choisir entre le REP ou le recours de plein contentieux. Or, la dispense d'avocat peut être avantageuse lorsque l'enjeu financier est faible. Cependant, cette liberté de choix est exclue lorsque la loi institue un recours de pleine juridiction objectif contre la décision. Tel est le cas, par exemple, des sanctions pécuniaires prises par certaines autorités indépendantes. Dans ce cas, seule cette voie de droit peut être intentée. Ensuite, deuxième immixtion du REP dans le RPJ résulte de la jurisprudence qui a ouvert le recours pour excès de pouvoir dans des domaines où le recours de plein contentieux était initialement seul envisageable, et ce grâce à la notion d'acte détachable. Mais ici, les recours ne sont pas interchangeables, contrairement au cas précédent. Ils ont en revanche chacun un champ propre. Par exemple, en matière contractuelle, alors que le contentieux de principe en ce domaine est le recours de pleine juridiction, ouvert aux parties, le Conseil d'État a permis aux tiers, au contrat, d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat, tels que par exemple la délibération d'un conseil municipal autorisant la signature du contrat par le maire. Cette possibilité avait été ouverte par le Conseil d'État dans un arrêt du 4 août 1905, l'arrêt Martin. Toutefois, cet exemple d'immixtion du REP dans le champ contractuel a partiellement disparu puisque le Conseil d'État, on l'a déjà vu, a ouvert aux tiers intéressés un recours de pleine juridiction contre les contrats administratifs et a fermé le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables. Cette suppression ayant été précisée par le Conseil d'État du 4 avril, par un arrêt du Conseil d'État du 4 avril 2014, l'arrêt Tarn-et-Garonne. La possibilité d'un REP contre les actes détachables continue en revanche d'exister dans le contentieux fiscal et dans le contentieux électoral, dans lesquels le recours de pleine juridiction prédomine. Mais les deux recours ne visent pas les mêmes actes. Par exemple, en matière électorale, le recours de pleine juridiction est ouvert contre les résultats de l'élection, alors que le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre les actes détachables tendant à l'organisation des opérations électorales, comme par exemple l'acte administratif qui convoque les électeurs. La jurisprudence de référence étant là aussi ancienne, puisque tout ceci résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 7 août 1903, l'arrêt Chabot. D'une certaine façon, les requérants disposent d'un choix, celui d'agir par la voie du REP dès l'édiction de l'acte détachable, ou d'attendre la tenue de l'élection afin d'en contester les résultats par la voie du recours de pleine juridiction. Voyons maintenant le mouvement inverse. Grand B, l'immixtion du recours de pleine juridiction dans le champ du recours pour excès de pouvoir. Le juge de plein contentieux connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt. On assiste en effet à une revitalisation du recours de pleine juridiction, en particulier du recours objectif de pleine juridiction. En effet, de nombreux textes et jurisprudences sont venus créer de nouveaux recours de plein contentieux en lieu et place d'un recours pour excès de pouvoir. Par exemple, l'article L. 311-4 du Code de justice administrative recense les recours de pleine juridiction institués par la loi contre les sanctions prises par certaines autorités administratives indépendantes et qui relèvent d'ailleurs de la compétence du Conseil d'État. Cet article montre que différentes lois ont imposé un recours de pleine juridiction dans les années 1990 et 2000. Les jurisprudences sont aussi assez nombreuses. Par exemple, le Conseil d'État, dans un arrêt du 19 février 2009, Société Atom, le Conseil d'État a institué un recours de pleine juridiction contre les sanctions prises à l'égard des administrés.
Dans un avis du 9 juillet 2010, l'arrêt Berthaud, l'avis Berthaud, le Conseil d'État a institué un recours de pleine juridiction contre les retraits de points sur le permis de conduire. Dans un avis du 23 mai 2011, avis Popin, il a institué un recours de pleine juridiction pour le contentieux du revenu de solidarité active. Dans l'arrêt du 4 avril 2014, département de Tarn-et-Garonne, déjà cité, il a créé le recours de pleine juridiction ouvert aux tiers contre un contrat pour en contester la validité. Et enfin, dernier exemple le plus récent, l'arrêt du 30 juin 2017, syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, dans lequel le Conseil d'État institue un recours de pleine juridiction, ouvert aux tiers en contrat également, pour en contester l'exécution. Dans tous ces cas, la création du recours de pleine juridiction a pour effet de rendre impossible le REP en vertu de l'exception du recours parallèle. Voyons enfin le dernier phénomène de rapprochement du REP et du recours de pleine juridiction. Donc, troisième paragraphe, la subjectivisation du REP. Nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer, le REP n'a cessé d'être critiqué au cours du XXe siècle en raison de la faiblesse des pouvoirs du juge. L'annulation paraissait dans bien des cas insuffisante pour satisfaire le requérant. Dès lors, le recours pour excès de pouvoir s'est transformé. Son caractère objectif, étudié précédemment, a laissé place à une certaine dose de subjectivisation. Cela signifie que la situation individuelle du requérant a davantage été prise en compte. Ainsi, s'il continue d'assurer le respect de la légalité par l'administration, le REP permet de mieux répondre au cas particulier qui lui est soumis. Cette subjectivisation s'est essentiellement faite par un accroissement des pouvoirs du juge dans le cadre du REP, ce qui conduit donc à relativiser la distinction entre REP et recours de pleine juridiction. D'abord, la loi du 8 février 1995 a accordé au juge un pouvoir d'injonction préventive. Ainsi, après avoir prononcé l'annulation de l'acte illégal, le juge peut désormais enjoindre à l'administration de prendre une décision dans un sens déterminé ou de réexaminer le dossier, éventuellement sous astreinte. Il doit toutefois avoir été saisi en ce sens par le requérant. Cette prérogative vise à améliorer l'exécution des décisions du juge. Ainsi, en cas d'annulation, par exemple, d'un refus d'autorisation, le juge a désormais le moyen de contraindre l'administration à accorder l'autorisation, ou du moins à se prononcer à nouveau sur le dossier du demandeur. Mais c'est surtout le juge administratif lui-même qui a enrichi son office. Il a développé différentes techniques qui lui permettent de prendre davantage en considération la situation du requérant. D'abord, le juge s'efforce d'éviter les annulations inutiles, qui font nourrir de faux espoirs au requérant. Ainsi, quand la décision est illégale, mais qu'il apparaît que l'administration peut prendre la même décision sur un autre motif ou sur une autre base légale, le juge peut procéder à des substitutions. Et ce, en vertu des arrêts du 6 février 2004, Madame Halal, et du 3 décembre 2003, Madame Elbaï. La substitution de base légale peut être faite d'office par le juge, tandis que la substitution de motif est faite à la demande de l'administration. Dans tous les cas, le requérant doit pouvoir faire part de ses observations. Ce pouvoir du juge le conduit à corriger l'acte en le purgeant de son illégalité. On est ici très proche d'un pouvoir de réformation. Sans aller jusqu'à modifier l'acte, le juge se contente parfois de neutraliser certaines illégalités. L'arrêt du 23 décembre 2011 d'Antony relève de cette idée. En faisant le tri parmi les vices de forme et en jugeant que seuls ceux ayant privé les intéressés d'une garantie ou ceux ayant eu une influence sur la décision
entache celle-ci d'illégalité, le juge neutralise les illégalités externes insignifiantes. L'objectif est là encore d'éviter l'annulation d'une décision dont le bien fondé ne fait aucun doute. Ensuite, le juge de l'excès de pouvoir s'autorise des annulations particulières qui le conduisent dans une certaine mesure à se substituer à l'administration. Tel est le cas des annulations partielles, qui consistent à annuler les dispositions illégales d'un acte administratif et de maintenir les dispositions légales. Une telle annulation laisse subsister un acte qui n'est pas celui voulu à l'origine par l'administration, puisqu'il est amputé de certaines dispositions. Tel est le cas également des annulations pour omission. Le juge annule un acte en tant que celui-ci ne prévoit pas quelque chose. Une telle annulation revient en fait à imposer à l'administration un contenu déterminé. C'est le cas également des annulations pour exclusion. Le juge annule ici partiellement un acte administratif en ce qu'il exclut illégalement quelque chose. Indirectement, cela revient à effacer cette exclusion. Enfin, dernier enrichissement des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir résulte de l'arrêt du Conseil d'État du 11 mai 2004, association AC, par lequel le Conseil d'État a autorisé le juge de l'excès de pouvoir à moduler les effets de l'annulation qu'il prononce. Ainsi, le caractère rétroactif de l'annulation peut être écarté s'il est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives. Ainsi, par ces différentes avancées, qui transforment le visage du juge de l'excès de pouvoir, la distinction REP et recours de plein contentieux est malmenée. Elle l'est également avec l'action en reconnaissance de droit qui a été créée par la loi du 18 novembre 2016 et que nous étudierons dans une prochaine vidéo.